Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je vais continuer une capsule sur la vie de Wernher von Braun. Et ce sera la capsule numéro 4. Et ceci, ça va être la dernière. Parce que quand j'ai commencé, je voulais condenser ça en 3 capsules, mais j'ai peur que ce soit un peu trop long et je pense que j'ai eu raison. Et la 4e capsule va couvrir la période de 1958 jusqu'à son décès en 1977. Et pour les besoins de la cause, vu que cette étape de la vie de Wernher est plus près de nous, je vais mentionner les grandes lignes seulement de qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis durant cette période. Après la gloire de la fusée Jupiter et du satellite Mariner, on voit que Wernher a atteint a remonté au sommet de la construction des fusées aux États-Unis. Là, c'est sûr que les Américains avaient compris, après l'échec du Pershing, de la US Navy, que ça prenait Wernher von Braun à la tête de tout ça pour que ça marche. Et en 1958, là, le gouvernement américain décide de mettre la NASA sur pied. C'est un organisme qui va regrouper tous les efforts qui se font aux États-Unis pour l'exploration spatiale en général. Et à cette date, Wernher est nommé directeur du centre de vol spatial Marshall. Il va garder ce poste jusqu'en 1970. Et la deuxième étape, la plus importante, là, avant cette étape, c'est que Wernher a participé au programme Mercury Gemini, les capsules américaines, là, des vols habités, là. Et le 25 mai 1961, c'est là que le président John Kennedy lance le programme Apollo. Et le programme Apollo, le but, c'était d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener de façon sécuritaire sur la Terre avant la fin de l'année de la décade des années 60-70. Et c'est là que le programme de la NASA là, pour aller sur la Lune a pris son ampleur véritable. Et en 1964, Wernher est nommé directeur du centre de vol spatial de la NASA. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé là? C'est parce que là, c'était le temps de construire la fusée Saturne V, celle qui éventuellement amènerait un homme sur la Lune et le ramènerait efficacement. C'est pas la fusée Saturne V, là, mais c'est grâce à elle qu'on peut aller sur la Lune et en revenir avec les modules qu'il y avait à l'intérieur. Et le 20 juillet 1969, à 20h17 et 40 secondes, Neil Armstrong met le pied sur la Lune, suivi de son copain, là, Edwin Buzz Aldrin. Il débarque sur la Lune à cette heure-là. Et je m'en souviens, moi, c'est le président Nixon qui les avait appelés pour les féliciter. Puis il avait dit que c'était le longue distance le plus long qu'il avait jamais fait de sa vie. Puis il avait envoyé une boutade en dernier. Il dit, je voudrais pas payer le bill. Et en 72, Wernher quitte la NASA. Et de 69 à 72, il s'est passé bien des choses aux États-Unis. Là, les Américains avaient réussi à conquérir la Lune. Ils avaient devancé de façon substantielle les Russes pour la course à l'espace. Et l'intention politique n'était plus aussi solide pour explorer l'espace comme dans le temps du président Kennedy. Et en plus de ça, il était pris d'une guerre au Vietnam là, il n'y avait plus de fin, là, en tout cas. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que comme je vous disais tantôt, Wernher en 72, il a quitté la NASA. Et il est venu directeur d'une société Fairchild Engine Airplane. Là, il est venu directeur, là, il était plus effacé. Et on entendait moins parler là, de Wernher von Braun. Et en 1975, les Américains ils ont décerné la médaille de National Medal of Service. Et le 16 décembre 1977, Wernher von Braun meurt à Alexandria,
en Virginie, suite d'un cancer du foie. Il avait 65 ans. Mais on va faire un petit retour en arrière là, pour la période de 58 à 77. Comme on le sait, Werner en 58 était considéré comme un des tops aux États-Unis pour la course à l'espace. Et il a même fait un film avec Walt Disney, que je mets ici. C'est un gars, Werner, qui avait beaucoup de charisme. Il était très, très convaincant dans ses idées. Il a fait un film avec Walter Disney dans les années 59, là, 58, 59, 60, là, pour promouvoir la conquête de l'espace. Et dans ces années-là, il était en demande partout à travers tous les États-Unis pour aller donner des conférences, là, ses projets qu'il y avait avec Walt Disney, qu'est-ce qu'il entendait par là. Puis imaginez-vous, ceux qui étaient invités à la conférence, là, Werner, je ne sais pas si c'est lui qui changeait ça, mais il donnait 1500 $ pour aller donner une conférence. Je ne sais pas comment il en a donné. Il en a donné beaucoup à travers les États-Unis. Mais 1500 $, mettons, en 1959, c'était beaucoup d'argent quand on songe que peut-être en 64-65 au Canada, un gars gagnait 3000-3500 $ par année. Ça vous prouve la popularité que Werner von Braun avait aux États-Unis. Et là, je vais parler un peu des photos que j'ai mises sur mon mur. Ici, voyez-vous, là, Werner, ça, c'est à la base militaire de Kummerdorf, en Allemagne. Là, il y avait à peu près une vingtaine d'années. Même pas, je pense que c'était en 1930 ou 31. Il avait 18 ou 19 ans. Regardez les militaires qui y a autour de lui. C'est tous des têtes plumées. Là. Ça veut dire que déjà, à cette époque-là, Werner était très, très important. Il était devenu très, très important en Allemagne pour la question des fusées. Et si vous regardez en bas, là, il est assis dans une limousine avec le président Kennedy. Ça, probablement que c'était à la suite du Mariner 1. Là, il est devenu comme un genre de héros national. Là. Il a fait je ne sais pas trop où aux États-Unis, mais en tout cas, il s'est promené en automobile avec le président américain. Ça veut dire que là, les Américains l'avaient vraiment accepté comme un des leurs et il était chanceux de l'avoir dans le fond. Et ensuite de ça, j'ai mis d'autres fusées ici dans le coin. Là. Vous le voyez ici en haut, là il y a 18 ans. Le gars en avant, c'est Walter Domberger. Ça, c'est le gars qui l'a découvert. Werner von Braun. C'est le gars là, qui l'a monté dans les hautes officines de l'armée pour intéresser les militaires à subventionner ses projets. Puis on le voit en arrière, vous voyez, c'est un gars qui était très grand, il a une petite fusée. Je pense qu'il avait 18 ans. Là. Et ici en bas, vous voyez une des tuyères de la fusée Saturne V. Regardez comment c'était immense. Il y en avait 3 sur la fusée. De là à là, il y a une moyenne marge. La petite fusée, là, je pense que c'est une Miracle, ça que Werner avait dans ce temps-là. Là. Pour moi, elle tenait facilement debout dans la tuyère de la fusée Saturne V. Et comme on le voit, Werner von Braun était un type exceptionnel, vraiment à part des autres. Imaginez-vous passer de l'Allemagne nazie à s'en venir aux États-Unis et réussir à percer et devenir le premier aux États-Unis. Surtout qu'il était originaire de l'Allemagne. Imaginez-vous quel génie ce gars-là était. Et quand je termine mes conférences, là, je fais toujours des petites analogies sur les génies dont j'ai parlé précédemment. À 25 ans, Werner devient en charge du centre de recherche en Allemagne durant la guerre, là, de Peenemünde, et la Reichsmark, et le budget qui lui est alloué par l'armée et l'armée de l'air de Göring là, est de 11 millions de marks. Imaginez-vous. À 35 ans, là, il avait 23 ans. Imaginez-vous comment est-ce que ce gars-là était brillant. Hein, c'était quasiment épouvantable. Et un autre que j'ai fait à 25 ans, Gustave Eiffel construit un pont à Bordeaux de 500 mètres de long. Et à 26 ans, Albert Einstein pond la relativité restreinte. Ensuite de ça, ces 3, on dirait qu'il y a quelque chose de particulier avec l'Allemagne. Ces 3 génies ont des racines en provenance de l'Allemagne. Albert était né en Allemagne, d'une famille juive. Gustave, c'est son grand-père qui est originaire de l'Allemagne.
Et Werner, ben lui, il est né en Allemagne. Et une autre analogie qu'on peut faire en rapport avec Werner, c'est que Werner, tout comme Gustave Eiffel, était très très près de sa mère. Et une autre analogie qu'on peut faire, c'est tout comme Albert, Werner a marié sa cousine. En plus de ça, il a marié sa cousine propre, Marie Quistorp. Et la marque de ces grands génies-là, un grand génie, du moins pour ces trois-là, ils font des choses exceptionnelles avant l'âge de 30 ans. Depuis cette date, il n'y en a pas eu qu'on a vu là, qui ont percé avant l'âge de 30 ans là, avec des théories, disons que je qualifierais de hors du commun. Il n'y en a pas eu encore depuis, là. Et moi, je dis souvent, ben, ça va prendre un autre Albert pour mettre de l'ordre dans la physique quantique là, actuellement, parce que les théories des corps, ces théories-là, là, ils cherchent le boson de Higgs, là, puis ils disaient qu'avec le CERN, il allait trouver le boson de Higgs. Ça, il n'a pas trouvé encore. Existe-t-il vraiment? C'est sûr que je divague un peu, mais s'il ne le trouve pas, ça veut dire que la théorie quantique qu'on a actuellement n'est pas bonne. Ça termine ma capsule sur Werner von Braun que j'ai faite. Là. Elle va être constituée de 4 étapes. Sur ce, c'est sûr que des biographies de même, ça prend du temps à être capable de mettre ça condenser ça pour mettre ça en ligne. Là. Mais disons que je suis très content de l'avoir fait. Et à tous ceux qui vont m'écouter, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine biographie peut-être, que sait-on jamais.